Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Ce 6 juin 2024 marque les 80 ans du débarquement en Normandie et le début de la libération de la France de l'occupant nazi. Ces opérations ont été menées par des hommes et des femmes dont on a tendance à oublier ou à minimiser le rôle. Et pourtant, elles ont contribué à la victoire. On va parler de la place qu'elles ont occupée, notamment dans la résistance, avec notre invitée, l'historienne Frédérique Naudufour, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Mais d'abord, gros plan sur celles qui ont contribué à renverser le cours de la guerre. Des dizaines d'étudiantes de Cambridge ont participé notamment au décryptage d'Enigma, cette machine utilisée par les nazis pour communiquer par code. L'histoire a retenu le nom du mathématicien Alan Turing, mais laissé dans l'oubli ces femmes qui l'ont assisté dans la plus grande discrétion. Johanna Sittruck. Sur le mur, c'est l'image d'une femme qui est projetée. Une femme qui décrypte les communications allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale. Dès le début du conflit, des dizaines d'étudiantes de Cambridge sont envoyées ici, à Bletchley Park. Elles travaillent dans le plus grand secret sur Enigma, la machine utilisée par les nazis pour coder leurs messages. Des femmes de l'ombre, dont la présence était inconnue jusqu'en 2019, jusqu'au moment où Sally, qui a elle aussi étudié à Cambridge, tombe par hasard sur le nom d'une vieille amie. Je n'ai compris que le jour où j'ai vu un article dans lequel une femme du nom de Jane Reynolds, devenue Jane Monroe, était mentionnée comme ayant été à Bletchley. Je me suis alors demandé, est-ce qu'il s'agit de la Jane que je connais? J'ai décidé d'en parler à sa famille. Et ils m'ont répondu, oui, elle était bien à Bletchley, mais elle ne vous en parlera jamais, car elle a signé la loi sur les secrets officiels. Si vous lui posez la question, que vous insistez vraiment, elle vous dira juste « Oh, là-bas, je faisais du thé ». Sally décide alors d'élargir ses recherches et découvre qu'au moins 77 étudiantes de l'université de Cambridge ont secrètement travaillé à Bletchley Park. 77 femmes qu'elle essaye aujourd'hui de mettre en avant pour que leur rôle crucial pendant la guerre soit reconnu. Ces femmes ne peuvent pas recevoir la reconnaissance appropriée, parce que personne ne peut dire ce qu'elles faisaient. Elles ont donc vécu avec cette douleur, elles ont vécu dans l'anonymat, et personne n'a jamais pu leur dire merci. La seule de ces femmes dont le nom est entré dans l'histoire, c'est Joanne Clark. Elle est connue pour avoir travaillé avec le célèbre mathématicien Alan Turing sur le décryptage d'Enigma. Frédérique Naudufour, bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez signé plusieurs ouvrages sur cette période, notamment celui-ci, Geneviève de Gaulle, Antoniose, l'autre de Gaulle, c'est aux éditions du Cerf. Et vous allez nous parler de la place des femmes dans la résistance en France. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on croit, elles ont été très nombreuses à prendre part à ce mouvement. Elles étaient issues de tous les milieux, de tous les âges, comme les hommes d'ailleurs, et elles se sont distinguées, mais différemment, par exemple, sur le moment sur lequel elles se sont engagées contre l'occupant nazi. Oui, alors c'est vrai qu'on a souvent minimisé la place des femmes dans la résistance. On n'a pas pensé qu'elles avaient été présentes. Or, elles ont été très nombreuses, sans doute presque autant que les hommes. Et on constate de manière assez générale que les femmes ont eu un engagement très précoce, presque immédiat, en réaction soit à l'annonce de l'armistice de Pétain dès le 17 juin ou de l'occupation du pays, sans doute parce qu'elles étaient moins politisées que les hommes et que cette entrée dans la résistance, c'est comme un réflexe. C'est quelque chose qui leur paraît naturel, elles sont en colère, elles sont indignées et elles vont faire quelque chose immédiatement de manière très concrète. Et donc on a des résistantes dès l'été 1940, dès l'automne 1940, alors que chez les hommes, on constate que le mouvement est sans doute un peu plus tardif. Sur les tâches dont elles se sont occupées, vous dites qu'elles sont moins politisées. Est-ce que ça veut dire qu'elles dépendent moins d'un réseau, qu'elles agissent davantage au niveau de l'individu? Et qu'est-ce qu'elles font? Alors c'est vrai que les femmes n'avaient pas le droit de vote. Il faut bien rappeler qu'en 1940, les femmes sont des mineurs sur le plan civique, sur le plan citoyen. Elles ne peuvent même pas ouvrir un compte en banque elles-mêmes. Donc, il y a vraiment elles sont un petit peu à part dans la citoyenneté, ce qui n'empêche pas certaines d'entre elles d'avoir des idées politiques ou même d'être engagées au Parti communiste ou dans le mouvement socialiste. Mais leur résistance, bien souvent, elle va être une résistance très humaine.
une résistance instinctive qui va être dans un premier temps bien souvent associée à l'idée de sauver les autres, sauver des gens menacés. Donc on a un certain nombre de femmes qui sont des justes parmi les nations. On va avoir des femmes qui vont sauver, c'est le cas de Germaine Tillon, des soldats français d'origine coloniale qui sont directement menacés s'ils sont prisonniers par les nazis. On a des femmes qui vont cacher des aviateurs alliés après le crash de leur avion par les Allemands sur le territoire occupé. Donc c'est une résistance très particulière parce qu'elles n'en portent pas forcément le nom. Ces femmes, elles font leur devoir et en même temps, c'est une résistance de l'intime parce qu'elles vont intégrer cette résistance dans leur foyer, dans leur maison et aussi faire courir à leur famille et à elles-mêmes un risque colossal par la même occasion. Est-ce que le fait d'être une femme, ça leur procurait un avantage dans cette façon de résister ? Alors, être une femme, c'est un avantage dans la résistance parce qu'en fait, l'ensemble de la société a encore une vision très genrée de la répartition des rôles et il ne vient pas tout de suite à l'idée des Allemands et de la répression allemande, ni de Vichy d'ailleurs, qu'une femme peut s'engager, qu'une femme peut avoir des convictions et qu'une femme peut prendre des risques et peut transporter des renseignements, voire des armes. Et donc, elles vont avoir, pendant un long moment, une plus grande facilité à traverser les lignes, à apporter des renseignements, à passer à travers les mailles du filet. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'elles se font attraper par les nazis, notamment par la Gestapo, par la police nazie, la répression ne va pas faire de distinction et elles vont être punies tout aussi sévèrement et tout aussi durement que les hommes, y compris par la peine de mort, avec des peines extrêmement brutales, de décapitation ou d'envoi dans les camps de concentration. Et pourtant, on connaît que quelques noms de résistance. Je pense à Lucie Aubrac, je pense à Geneviève de Gaulle-Antonios. Elles sont beaucoup moins célèbres que les hommes. Qu'est-ce qui explique cet oubli ? Alors c'est vrai qu'on a quelques figures très lumineuses de ces femmes résistantes, mais derrière ces figures un petit peu iconiques se cache toute une masse de femmes dont on ignore l'existence. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cet oubli. D'abord, au lendemain de la guerre, s'est mis en place en France ce qu'on a appelé le résistentialisme. C'est les historiens qui ont donné ce nom pour désigner le fait qu'on a mis en valeur la résistance, comme si d'abord elle avait été généralisée, mais surtout une résistance qui était considérée comme très virile, très militaire, très combattante. Et dans cette représentation qui n'était pas le reflet de la réalité, puisqu'il y a eu plusieurs formes de résistance, eh ben, les femmes, elles ne trouvaient pas vraiment leur place, parce qu'il y a eu peu de femmes qui ont pris les armes dans les maquis. Donc ça, c'est une première explication. Ensuite, l'État, dans la façon dont il a reconnu et accordé de la reconnaissance aux résistants, il l'a fait aussi sous cet angle militaire. Il a créé des décorations, il a créé un titre de combattant volontaire de la résistance, mais qui s'appliquait là aussi assez mal aux femmes, ce qui fait qu'elles n'ont été que 10% à recevoir cette carte de combattantes volontaires de la résistance, qui ne reflète pas leur participation. Et la dernière chose, toujours, c'est les femmes elles-mêmes qui ont tendance à être assez modestes, à considérer qu'elles ont fait leur devoir et qu'elles n'ont pas à réclamer une reconnaissance particulière. Tout ça a contribué finalement à leur effacement. Bien, merci beaucoup pour cet éclairage, Frédérique Naud-Dufour. Et puis sur la libération, il y a aussi ce côté obscur de la médaille avec, en 1944, des milliers de Françaises victimes de viols, mais de viols de la part de ces soldats qui débarquaient pour les libérer. Les explications de Nina Masson. 6 juin 1944, 156 000 soldats américains, britanniques et français débarquent sur les plages de Normandie. Dans son petit village breton, Aimée est alors âgée de 9 ans. Comme tous ses voisins, elle se réjouit de l'arrivée de ces libérateurs qui annoncent la fin de l'occupation allemande. Mais pour sa mère et sa famille, c'est un nouveau cauchemar qui commence. Il aura fallu 80 ans à Aimée Dupré pour prendre la parole sur le viol de sa mère par des soldats américains. Ils l'ont violée comme ils l'ont voulu, qu'avec des fusils toujours pointés sur elle. Pour protéger ses filles, la mère d'Aimée s'est sacrifiée. Alors pour ne rien oublier, elle lui a écrit une lettre. Ils m'ont emmenée dans les champs et ils m'ont violée 4 fois chacun en tournant. Maman a souffert. Moi aussi par la suite, parce que tous les jours je pense plus ou moins.
80 ans plus tard, la mémoire de ces viols se transmet de génération en génération. Et de plus en plus de femmes sortent du silence, comme Janine Plassard, dont la mère a aussi été violée. Un soir, ma mère et la famille allaient se coucher et ma mère, qui avait à l'époque 17 ans, a été violée par un Américain, un soldat américain. Et sur les entrefaits, donc, mon grand-père est descendu pour voir ce qui se passait. Et il a été tué à bout portant derrière la porte de cette maison, en fait. Hein. Je lui ai demandé, mais alors, entre autres, mais alors, est-ce que tu as réussi à en parler à quelqu'un ? Elle me dit, mais parler à quelqu'un, mais c'était la libération, Janine. C'était, tout le monde était content. Voilà, la guerre était terminée. C'était vraiment la joie. J'allais pas raconter quelque chose comme ça de si malheureux, et puis j'aurais pas été crue. Jugé par une cour martiale, le soldat sera finalement pendu sur une place publique. À la Libération, 152 soldats américains seront jugés pour le viol de Françaises. Selon les historiens, des centaines, voire des milliers d'autres viols par des soldats américains n'ont pas été signalés entre 1944 et 1946. Et c'est déjà la fin de cette édition. Pour en savoir plus sur cette thématique, vous pouvez aussi lire cet article de notre collègue Stéphanie Trouillard sur les femmes des Wrens, la branche féminine de la Royal Navy. Et puis bien sûr, comme toujours, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet. À très bientôt sur France 24.